Bonjour. Donc effectivement, moi je ne vais pas vous parler d'un contenu scientifique détaillé, y compris sur le sujet des troubles cognitifs et de la maladie d'Alzheimer. Et donc je vais vous parler de mon expérience de participation au sein du conseil scientifique du CNGE. Et tout d'abord, je voudrais dire que je suis plutôt fier de participer à cette instance dans laquelle on essaye de développer une réflexion de qualité. Et vous avez pu en avoir une illustration hier dans la plénière sur les vaccinations et l'obligation vaccinale, par exemple. Donc, au fait, le début de mon itinéraire au sein du conseil scientifique a été fait en collaboration avec Denis Pouchin, que vous pouvez voir sur cette illustration, qui a été un peu, on pourrait dire, un peu mon mentor d'une certaine façon. À l'époque, Denis était le rédacteur en chef de la revue Exercer, et en fait, il m'a proposé de collaborer avec lui avec un projet de formation médicale continue qui s'appelait Éclairage, qui d'ailleurs avait le tort d'être développé par un industriel du médicament. Et l'idée, c'était de développer des éléments de prise en charge dans la perspective de l'évidence-based médecine autour de la maladie d'Alzheimer. Et puis finalement, ce projet n'a jamais abouti. Et aujourd'hui, je m'en félicite, ce qui me permet de dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt sur cette thématique. Et dans la foulée de ce début de collaboration, Denis m'avait proposé de rédiger avec lui des articles de fond autour de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, à la fois sur le plan de l'approche diagnostique et de la prise en charge thérapeutique. Et ça avait permis de faire un état des lieux qui montrait les limites des stratégies diagnostiques autour de ces pathologies et aussi, bien sûr, comme vous l'imaginez, les limites autour des médicaments qui ont l'AMM dans l'indication de la maladie d'Alzheimer. Ça a donné lieu par la suite à des communiqués de presse au nom du conseil scientifique du CNGE. Il y a eu une série de 3 communiqués de presse. Le premier s'intitulait « Diagnostiquer mais pas dépister » et le message c'était que le conseil scientifique ne recommande pas le dépistage de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, mais une approche diagnostique fondée sur les bénéfices attendus pour le patient. Alors, j'ai pu me rendre compte en communiquant autour de ce sujet depuis ces années qu'il y a très souvent une grande confusion entre les termes de dépistage et de diagnostic. Et pour ceux qui ne seraient pas très clairs autour de ces notions, le dépistage, c'est le fait de rechercher une pathologie chez quelqu'un qui n'a ni plainte ni symptômes. Le deuxième communiqué de presse portait sur la prise en charge thérapeutique et le message était de structurer la prise en charge autour des interventions non médicamenteuses, ce qui incitait en creux à ne pas trop valoriser les approches médicamenteuses dans ces pathologies. Et donc le CNGE recommandait de privilégier les approches les plus utiles aux patients et à leur entourage et de limiter les risques iatrogènes chez ces patients dès lors que le bénéfice n'est pas avéré. Et le troisième communiqué de presse portait davantage sur les recommandations de pratique de la HAS qui avait été rééditée après avoir été supprimée parmi d'autres recommandations de pratiques cliniques. Et même cette seconde édition qui ressemblait étrangement à la version précédente comportait des lacunes qu'on avait voulu mettre en évidence, et notamment beaucoup d'imprécisions autour des stratégies diagnostiques à développer, et notamment quels sont les tests à utiliser pour évaluer initialement les troubles cognitifs, quels sont les seuils de décision, etc. Ces communications ont eu des impacts, notamment médiatiques, puisqu'ils ont été repris dans la presse grand public, et notamment dans le journal La Croix, qui probablement s'intéresse davantage que d'autres médias aux problèmes de santé et aux problèmes éthiques dans le champ de la santé, avec des titres comme « Faut-il diagnostiquer de façon précoce la maladie d'Alzheimer » ou « Quand faut-il annoncer une maladie d'Alzheimer ?» Il y a eu d'autres
impacts dans la presse médicale et scientifique, avec notamment un éditorial de médecins neurogériatres exerçant dans des centres de ressources et de recherche sur la maladie d'Alzheimer, qui avait mal interprété le contenu des communiqués de presse du CNGE et qui croyait avoir lu que le CNGE se prononçait contre l'intérêt de réaliser un diagnostic précoce par le médecin traitant, notamment en troubles de la mémoire. Et donc, on a rédigé une lettre à l'intention de la presse médicale où avait été publié l'éditorial pour contester cette lecture et pour confirmer que le CNGE recommandait seulement l'utilisation des tests disponibles, mais regrettait que la HAS ne donne pas les clés finalement pour utiliser ces stratégies diagnostiques, et puis que le CNGE recommande d'informer le patient des bénéfices et des risques potentiels liés au diagnostic précoce, particulièrement en cas de troubles neurocognitifs légers, c'est-à-dire avant tout stade de démence. Et puis, toute cette communication autour de cette thématique m'a permis de communiquer dans différents congrès. D'abord au congrès du CNGE à Bordeaux en 2011, puis dans des tables rondes. J'ai été invité par le Collège de la médecine générale, d'abord à Nice, puis à Paris à 2 reprises, de façon assez régulière, et donc avec une synergie de vues entre les positions du CNGE et les positions du Collège de la médecine générale, dont personnellement je me félicite. Et puis j'ai aussi fini par être invité dans des congrès de spécialistes des maladies neurodégénératives, les congrès des CM2R, et où j'ai pu faire valoir une position qui était souvent originale par rapport à la position la plus répandue chez nos confrères gériatres et encore plus neurologues. Voilà. Et en faisant valoir qu'il y avait des questions éthiques et des questions de balance bénéfice-risque autour du diagnostic précoce, et qu'en plus, que signifie le diagnostic précoce dans des pathologies qui évoluent parfois sur plusieurs décennies dans la vie d'un patient. J'ai aussi eu l'occasion de communiquer dans des journaux professionnels ou universitaires, notamment dans le GIM, en collaboration avec des représentants du Collège de la médecine générale, ou dans une revue très intéressante qui s'appelle The Conversation, qui est une revue réservée aux auteurs universitaires, et dans laquelle j'ai publié avec Denis Pouchin un article récemment intitulé « Maladie d'Alzheimer, savoir ou ne pas savoir ». Je participe aussi à des groupes de travail, celui du Collège de la médecine générale sur les personnes âgées et les maladies neurodégénératives, et j'ai été invité à ce titre, en réalité, à participer au groupe de travail national sur les personnes âgées et la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, promu par le ministère de la Santé, et qui a produit cette année le rapport qu'on appelle le rapport Clanet, qui édicte que les médecins généralistes ont un rôle important à jouer dans le diagnostic précoce des troubles cognitifs. La collaboration avec le collège a été productive, puisque finalement le collège a fait un partenariat avec les CM2R qui s'est concrétisé par un partenariat entre le professeur Crolac-Salmon, qui est un neurogériatre de Lyon, et moi-même comme représentant du Collège de médecine générale sur cette thématique. Et on a défini ensemble un modèle de stratégie de diagnostic autour de ces pathologies qui va être prochainement publié dans la presse médicale. Et pour terminer cette présentation, il y a encore des échéances à venir. En janvier, il y a une réunion importante qui est programmée au ministère de la Santé à Paris, avec des représentants de la gériatrie, de la neurologie, des représentants de la médecine générale, avec Pierre-Louis Druet et moi-même, et des représentants des associations de patients,
Cette journée a été intitulée par les organisateurs le droit au diagnostic, mais on pourra aussi réfléchir sur le droit au diagnostic, le droit au diagnostic partagé avec les patients et à la décision partagée de diagnostiquer avec les patients. En tout cas, moi, c'est la ligne que je défendrai dans cette journée. Et il est important aussi d'investir le champ de la recherche et pas seulement le champ de la communication en évaluant, voire en développant des stratégies diagnostiques des troubles cognitifs en soins primaires. En réalité, probablement l'outil le plus utilisé, c'est le MMSE dans notre pratique clinique. Et cet outil, en fait, a des limites qui nous incitent à réfléchir à d'autres stratégies. Et puis, il est important aussi, en termes de santé publique, d'évaluer les conséquences de la stratégie actuelle d'encouragement au diagnostic précoce des troubles cognitifs en suivant les patients qui rentrent dans ces parcours de diagnostic en termes de fréquence des pathologies diagnostiquées, de prise en charge et de devenir des patients. Il est intéressant à cet égard de noter qu'en Grande-Bretagne, où il y a aussi dans les dernières années une stratégie très volontariste de diagnostic précoce des maladies d'Alzheimer et apparentées, on a observé aucune évolution de la prévalence, ni même de l'incidence de la maladie, des démences. Voilà. Donc ça n'a pas semblé être un résultat particulièrement probant, malgré des incitatifs extrêmement forts qui ont pu aller en Grande-Bretagne jusqu'à donner des primes aux médecins qui diagnostiquaient des maladies d'Alzheimer. Je vous remercie. Pardon, me permettre d'ajouter quelque chose sur la collaboration avec le site de The Conversation. C'est un site qui est... d'abord, ça permet de valoriser le travail des membres du conseil scientifique parce que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée parce que chacun d'entre nous s'investit beaucoup et quand on fait un gros travail, par exemple de revue de la littérature, c'est comment on valorise le travail et la participation de chacun. Et la publication dans The Conversation, c'est aussi un moyen d'accéder au grand public, de parler donc aux patients, et c'est aussi un site qui est beaucoup lu par la presse, et donc qui permet aussi d'avoir un relais, on va dire médiatique, et qui permet aussi de faire valoir nos positions qui peuvent être des fois à l'encontre des idées reçues. Par exemple, sur la maladie d'Alzheimer, il faudrait dépister, et nous on dit non, l'intérêt clinique c'est pas forcément ça. Et de la même manière que pour l'obligation vaccinale, on peut faire les choses autrement que par l'obligation. Et donc ça permet aussi que tout le travail d'investissement que font les groupes de travail au sein du conseil scientifique puisse être valorisé et utilisé et utile pour la communauté à la fois de la médecine générale mais aussi en général et des patients. Voilà. Juste pour compléter, et c'est également un site, je ne crois pas que ça a été dit, qui est indépendant de l'industrie pharmaceutique, ce qui est intéressant pour développer des points de vue qui ne vont pas forcément dans le ssens de l'intérêt des firmes toujours. Non, je voulais simplement faire la remarque que le travail initié par Laurent Le Trigard et Denis Pouchin était déjà quelque chose d'embryonnaire par rapport au projet REB, où il était montré à l'époque que la quantité d'effets des médicaments anticholinésterasiques était très faible sur le plan clinique, et donc ça peut-être été l'initiateur. Je demande ça à Hélène. Je ne crois pas, mais je crois que c'est surtout qu'on se pose tous la question de la pertinence clinique pour les patients. Donc je pense qu'effectivement, du coup, il y a un pool commun aux différents projets parce qu'on veut que ça serve à quelque chose, quoi. Que ce soit les médicaments, le dépistage ou...